Hello tout le monde, bienvenue dans ce neuvième épisode du podcast Iko Chai. Alors, c'est le tout premier épisode dans lequel je reçois enfin une invitée. Elle se présentera elle-même dans quelques instants, mais c'est juste pour vous annoncer que la saison des épisodes, on va recevoir des invités, elle est lancée. Donc, j'ai l'honneur ce soir, voilà, parce qu'on est en train d'enregistrer ce soir, de recevoir Ahlam Belouchi. Elle se présentera elle-même. Puis voilà. Bonsoir Ahlam. Bonsoir Shay, ça va? Merci de me faire honneur. Merci d'être là. Avec grand plaisir, c'est toujours un plaisir d'être là. Oui, bah, tu es la toute première invitée de mon podcast. On va parler d'un sujet qui touche énormément de personnes, et surtout ce qui s'est passé durant maintenant 1 an et demi. En tout cas, le- comme le nom l'indique, on parlera de tout le parcours des médecins. Tu nous feras part de ton expérience, de comment tu as vécu énormément de périodes dans ta vie. Et puis voilà, et moi je te poserai peut-être certaines questions qui te feront sortir de ta zone de confort. Je suis sûre que ce sera de bonnes questions. Ok, Je m'inquiète pas. d'accord, Euh, parfait. mais merci pour cette invitation. C'est un sujet qui me tient à cœur et je dois dire qu'après 13 ans de parcours en médecine, c'est toujours bien d'en parler, de revoir et reparler de toutes les étapes, toutes les bonnes choses, les mauvaises choses. Et peut-être qu'il y aura certaines personnes, tes auditeurs, qui trouveront des solutions à leurs soucis, peut-être qu'ils s'inspireront, peut-être qu'ils se sentiront moins seuls dans certaines situations. Et ils se reconnaîtront aussi, clairement. Ok, parfait. Alors, je te laisse te présenter comme tu le sens. Alors, bonsoir tout le monde, puisqu'effectivement c'est le soir, comme elle a dit Shainaz. Je suis docteur Ahlam Belouchi, je suis spécialiste en ORL, otorhinolaryngologie et chirurgie cervico-faciale, et également chirurgie esthétique du visage. Donc, je viens de finir il n'y a pas très longtemps et je suis en cours de préparation de mon cabinet, Inch'Allah. Et félicitations et bon courage. Je sais à quel point c'est pas évident. Merci beaucoup, Chahi. Merci d'avoir été là. Et pour parler de mon parcours, déjà, je pense que le parcours d'un étudiant en médecine commence déjà men le bac. Parce que la dernière année de bac, tout le monde se dit, voilà, c'est une décision qui va décider tout le reste de notre vie. C'est pas une décision facile. Et j'ai toujours pensé que euh, à l'âge de 16 ans, c'est quand même très jeune pour faire une décision qui va être voilà, cruciale pour la vie qu'on aura après, la vie qu'on mènera après. Tu sais, bon, on vient à peine de commencer, mais tu relèves déjà un point qui, pour moi, il a toujours été, ديما كنت كنقول مع راسي, est-ce que les personnes qui ont choisi de faire médecine, est-ce que ça s'est fait l'année du baccalauréat ou bien ça s'est fait avant? Bon, moi, bien sûr, j'ai que des théories, j'ai que des hypothèses. Moi, en tout cas, personnellement, je me suis jamais vue faire médecine. Vraiment. Alors pour l'anecdote, alors déjà pour répondre à ta question, il y a pas une règle pour tout le monde, hein, c'est au cas par cas. Par exemple, je sais que beaucoup de gens autour de moi, c'est des gens qui ont toujours voulu faire médecine, ou bien c'est des gens qui ont toujours été poussés par leurs parents pour faire médecine. En général, souvent quand les parents sont déjà dans le domaine, les enfants ont déjà vécu dans une atmosphère d'art, de la médecine et tout, ça inspire souvent, comme ça peut inspirer vers l'inverse, vers: «Non, je ne veux pas faire médecine», voilà. Ou là, ça met de la pression aussi. Oui, ça met de la pression d'être inspiré, mais aussi il faut savoir qu'il y a des parents qui mettent la pression sur leurs enfants pour faire, médecine puisque de toute façon ça a été toujours considéré comme un métier, bien sûr noble, mais aussi comme un métier un peu sûr, on va dire. Oui, la sécurité. La sécurité, voilà. Donc il y a beaucoup de cas pareils, que ce soit l'étudiant lui-même qui veut faire la médecine ou qui soit pressé par son entourage, c'est une décision générale qui commence, assez tôt. Mais c'est pas le cas général. Par exemple, pour moi, c'était pas du tout le cas. Ok, d'accord. Alors, nous intéresse. Alors, faut savoir que mes parents ne sont pas du tout du genre à me faire de la pression pour faire quoi que ce soit. Depuis que je suis jeune, on m'a jamais dit: «Va faire tes devoirs» ou là, «Fais ceci» ou là, «Fais cela».
Je pense que responsabiliser les enfants, même à un jeune âge, ça donne une certaine sagesse, les décisions pour les enfants. Oui, je suis d'accord avec ce point-là. Et je pense que tu as vécu un petit peu la même chose. Oui, oui, tout à fait. Moi, bon, j'en avais déjà parlé dans un autre épisode. Moi, j'ai eu un autre, j'avais pas trop le choix au début dans le sens où faire psychologie, c'était pour, mon père principalement quelque chose de pas sûr, quelque chose qui sortait, de on va dire, voilà, de ce qu'on De entend. l'ordinaire, oui. Il faut dire que, bah, à l'époque, c'était quand même en 2009. En 2009, tu dis, «Je veux faire psychologie», bah, tu entends «حماق», tu entends تخدم مع الحماق, et encore, genre, tu leur dis: «Je veux même pas faire médecine, je veux faire Il y a psychologie». beaucoup de gens qui ne connaissent pas qu'au fait, il faut distinguer la psychologie et la psychiatrie. Oui, exactement. Chez nous, c'est comme Donc mais je suis d'accord avec le point que tu as évoqué, ديال responsabiliser. exactement. Donc pour le choix après le bac, je pense que, comme je disais, à 16 ans, on est hyper jeune. C'est vraiment, une décision très lourde pour un adolescent de 16 ans. Mais je savais que je voulais faire quelque chose. J'aimais les sciences, j'aimais les maths et je savais que je voulais partir vers l'excellence et au lycée, l'excellence, c'était surtout avoir un baccalauréat sciences maths Mmh. et partir faire des classes préparatoires en mathématiques. D'accord, OK. Donc c'était ça, heu, voilà, le but ultime d'un étudiant, brillant. Donc OK, j'ai une automatiquement question. Là, vas-y, par contre, je fais la psy. vas-y. Parce que là, quand je t'entends, j'entends 2 choses. J'entends l'excellence et j'entends un peu une petite voix derrière qui chuchote, la passion. Bon, je pense qu'à 16 ans, bien sûr, on fait pas du tout la différence et on n'est même pas conscient de ça. Mais est-ce que tu penses que maintenant, avec tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as traversé, d'ailleurs, on a hâte que tu partages tout ça avec nous, est-ce que tu penses faire la différence entre les 2, entre la passion et l'excellence? Au fait, je ne pense pas parce que je pense que la passion se crée quand on voit qu'on est excellent في حاجة. En tout cas, pour mon cas. OK, magnifique, j'adore. Parce que, par exemple, pour les mathématiques, quand j'étais au lycée, j'aimais beaucoup les mathématiques, mais c'était parce que je voyais que j'avais la capacité d'être, excellente في la matière ou في le domaine. Je vois de quoi tu parles, oui. Donc pour moi, it goes, hand in hand. Genre c'est 2 choses, OK. qui sont, Ça va, on commence bien. ouais. On commence deep dès le début. OK, donc tu Voilà et je pense que je garde cet amour pour les mathématiques parce que quand je rencontre des gens qui sont, très dans les mathématiques, dans les sciences de l'ingénierie et tout, ça m'intéresse, ça m'intrigue. J'ai toujours été curieuse, donc j'aime beaucoup savoir, au fait, connaître les détails de leur job et cetera. ouais, c'est vrai que ton côté curieux c'est quelque chose d'ailleurs que moi, j'aime beaucoup. J'admire vraiment chez toi. J'ai toujours été, comment dire? Très attirée, et admiratif, des personnes, qui voilà, qui osent et qui se permettent de poser des questions, qui disent: «Je veux apprendre, je veux comprendre, apprends-moi, je veux essayer, je veux tester». Non, mais c'est vrai. Oui, 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 mais ça date depuis mon enfance, hein. Mes parents n'étaient pas super contents parce que je leur cassais la tête matin et soir les questions. J'ai toujours été un enfant très curieux et je posais beaucoup de questions et c'est pour ça que j'ai trouvé les études académiques et l'école un refuge pour répondre à beaucoup de questions que j'avais depuis l'enfance et je pense qu'un enfant curieux, c'est toujours une bonne, pâte à modeler et les parents, au fait, doivent cultiver la curiosité chez leurs enfants. En psychologie, on dit qu'un enfant curieux est un enfant épanoui. Voilà. Mmh. D'ailleurs, moi, je le dis très souvent à mes patients quand ils me disent, «Oui, mais ma fille, mon fils, ils posent trop de questions». Je leur dis: «Bah, tant mieux, mais soyez reconnaissants. Ça veut dire déjà qu'il est en bonne santé. Ça veut dire que, il a beaucoup de potentiel et ça veut dire aussi que c'est quelqu'un qui va aller loin, bien sûr, si vous lui en donnez les moyens». Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Donc, pour revenir à ta question, hem, j'ai eu mon bac et pendant toute l'année du bac, on entendait au fait, il y avait un stéréotype, je ne sais pas si tu avais vécu la même chose, mais il y avait le stéréotype
que les gens qui font médecine, c'est des gens qui sont un petit peu moins intelligents et que c'est, de l'apprentissage, par cœur, enfin de l'apprentissage bête. Donc c'était un petit peu, une étiquette que je voulais pas avoir sur le dos. Je comprends. Donc, pendant tout le lycée et même jusqu'au dernier mois, de mon baccalauréat, je disais: «Je ferai tout sauf médecine». D'accord, OK. Et je l'ai dit à plusieurs personnes, j'étais pas la seule d'ailleurs, j'avais une amie à moi qui a fini par justement ne pas faire médecine, elle était vraiment convaincue de ce qu'elle disait, mais moi non, je disais: «Je veux tout faire sauf médecine» parce que justement, involontairement, j'ai subi la pression de la société qui voyait en la médecine quelque chose, de moins brillant, moins excellent, que c'est, de l'apprentissage bête et pas de l'intelligence. Moi, je me rappelle, on me disait, d'ailleurs dans mon cercle familial, on me disait, «C'est des gens qui choisissent la sécurité, c'est des gens qui ont besoin d'autant d'années». Ça veut dire c'est que limite بحال تيقلبوا على واحد le refuge dans lequel غيبقاو فيه au moins 7 ans, 13 ans pour que comme ça ils vont pas je me rappelle, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, qui me disait: «Ils veulent pas basculer dans le monde réel tôt. Ils veulent le Ah, retarder au maximum». peut-être qu'il y a une part de vérité, Fedji, parce que D'accord. quand tu fais classe prépa, après 2 ans, tu es confronté عاوتاني à un autre choix hyper lourd, un autre concours, quel type d'ingénierie, quel pays, et cetera. Donc à chaque étape, il y a plusieurs fois où tu es confronté à un carrefour, au fait, qui va décider le reste de ta vie. Mmh. Heu, pour ce qui est du cursus médical, c'est un peu moins fréquent. Donc on a une seule fois où on a le grand choix, décisif de faire la spécialité. Mais du coup, voilà, j'avais subi la pression, sociétale involontairement que voilà, la médecine, c'est moins, voilà, moins prisé, moins qu'il y a les moins intelligents qui font médecine, et cetera. Mais, j'ai eu mon bac, je me souviens, j'ai eu une mention très bien et je suis partie direct m'inscrire en classe préparatoire. D'accord. Heu, je J'apprends des choses. Oui, 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 Oui. on est quand même copines depuis, enfin ça fait Oui. on m'en a jamais parlé, c'est vrai. Et je savais pas tout ça. C'est excellent. Tout le monde devrait passer, faire un épisode avec moi. Et au fait, parce que déjà pendant l'année du bac, on est tellement, consommé par, les cours supplémentaires, les exercices, les devoirs, l'examen, apprendre, se préparer, qu'on ne s'assoit vraiment pas vraiment tout seul à penser vraiment à la décision et à prendre tout en compte. Parce qu'on a plusieurs discussions matin et soir, mais on n'est jamais vraiment seul devant nous-mêmes, devant le miroir, à vraiment penser au futur. Donc après l'examen, c'est là où vraiment je me suis sentie j'ai senti, le soulagement. OK, j'ai mon bac et ce n'est que là où j'ai vraiment commencé à penser, clairement. D'accord, OK. Donc, et je me souviens, j'avais eu la visite d'un cousin, j'oublierai jamais ça. Un cousin qui au fait, qui gère une société et qui m'avait dit qu'au fait, je reçois beaucoup de CV d'ingénieurs qui ont des diplômes d'écoles d'ingénierie prestigieuses au Maroc, bon, sans citer les noms, Mmh. et que c'est des CV qui ont été là, depuis très longtemps sur son bureau. D'accord. Ça m'a un petit peu mis comme ça, comme une petite, D'accord, OK. puce à l'oreille, mais par la suite, en parler, je pense qu'on a eu une discussion assez longue et il m'avait parlé, d'une personne dans sa famille qui est partie voir un médecin et que c'était un médecin pas ici au Maroc, mais en Europe. Et que ce médecin avait au fait créé ou innové une façon, nouvelle d'opérer une petite tumeur et qu'il avait au fait, ça m'a montré qu'il y avait de la créativité dans ce métier. D'accord. Qu'il avait, trouvé un moyen de passer par voie endonasale pour partir traiter une tumeur au cerveau. Et là, la curieuse, La curieuse, la créative, parce que po tu sais très bien comment j'aime tout ce qui est créatif. oui, j'avoue. Voilà, c'était la deuxième puce à l'oreille et par la suite, quand j'ai commencé à vraiment penser, il m'a dit: «Pense au futur, là où tu te vois vraiment dans 20 ans».
dans 10 ans, dans 20 ans. Et je pense que je suis une personne qui aime beaucoup sa liberté et qui aime beaucoup, être, comment on dit en anglais? In the driving seat. Ça veut dire que Oui. conduire le bus. Et je me souviens qu'il m'avait dit: «Un médecin n'a pas de supérieur. Un médecin, OK, c'est le boss de lui-même». d'accord. Et bon, Ça qui est vrai. ce qui est vrai, voilà. Et c'était un côté réaliste du monde de travail que j'avais jamais, connu, ni j'avais jamais pensé. Bah, En fait, c'était le réel du travail. c'est là, en fait, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est là où on voit à quel point c'est important d'être accompagné, d'être guidé, parce qu'à un jeune âge, on n'a aucune notion de la réalité. On a juste des bribes, on a juste, des idées, on a juste, voilà, un peu de ce qu'on voit autour de nous, mais on est très, très loin de la réalité et c'est là où tu vois à quel point c'est très important quand même. C'est ça. C'est pour ça que je disais qu'à 16 ans, la décision est très difficile pour un adolescent. Donc moi, je suis très reconnaissante à ce cousin qui m'a juste visitée un soir, pour me parler de ça, et il a réussi à me convaincre. Pas tout de suite, mais en y pensant pendant la nuit, parce que c'est à ce moment-là où on a les pensées les plus claires. Mmh. Au fait, ma décision a fait un 180°, hein, tout de suite. Parce qu'au fait, on ne vivait pas vraiment dans le monde réel, et le monde réel du travail. Et au fait, je vois pas mal d'écoles, surtout des écoles privées, qui font des petits stages d'immersion dans le monde du travail. Et ces petits stages d'immersion, ça te permet de vraiment connaître le monde du travail et de pas avoir une idée comme ça, très, très positive et très Oui. optimiste d'un métier. De vraiment connaître, ce qui se passe dans un quotidiennement. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, mes parents, ne m'ont jamais fait de la pression, mais je sentais quand ils me parlaient que, ils voulaient bien que je fasse médecine. C'était un métier, je pense c'est le côté noble, le côté d'avoir un enfant médecin qui sert, sa société. C'était, quelque chose qu'ils voulaient bien me voir faire. Donc le lendemain, quand j'ai dit à mon père: «Écoute, je veux retirer mon diplôme de baccalauréat, des classes préparatoires, et je veux passer le concours de médecine», il était super content, hein. Et donc c'est exactement ce que j'ai fini par faire. Et pour pas spoil le reste, de l'épisode, est-ce que j'ai regretté ou pas? On saura par la suite. D'accord, OK, super, c'est bien. Tu as compris le jeu. Et voilà. Tu as compris comment ça se passe. D'accord. Alors moi, ma question, c'est comment ça se passe la première année? Parce que j'accompagne énormément de personnes qui sont en médecine. Je pense que quand même plus de 40% de ma patientèle sont en médecine. Donc j'en ai, accompagné, ceux qui préparaient le concours d'internat, qui préparaient le concours de résidence, ceux qui ont dû ils ont voilà, surtout les histoires de boycott, vraiment, il y a eu des histoires qui les a traumatisés, je dirais, parce que Oui, oui, je les vois aussi, hein. oui, et je parle même pas de ce boycott-là, parce qu'il y a eu d'autres boycotts avant. Bien sûr, que j'ai vécu. D'accord, OK, super. Donc tu me feras part de ton expérience, donc et c'est quelque chose, li vraiment, elle marque l'esprit, de ces jeunes-là. Surtout que, moi, ce que je repère en tant que psy, c'est واحد le sentiment de honte. C'est lourd, c'est vraiment الحشومة tel que nous on la vit au Maroc ديال j'ai la honte parce que j'ai l'impression d'avoir, trahi mes collègues ou là les personnes اللي تنقرا معاهم, mais à côté, je trahis aussi, bah, je sais pas, le système ou mes profs ou là, par exemple, si, j'ai un oncle ou là, si j'ai un de mes parents qui est prof et qui est médecin aussi, donc هاد les jeunes, ils se retrouvent في واحد la situation mais vraiment très, très, très compliquée. Il faut les comprendre. De toute façon, moi, j'ai vécu certaines périodes de grève, de boycott, mais il faut savoir que rien ne se compare à ce qui vient d'arriver, hein, cette année passée, hein. C'était du jamais vu, on doit le dire. Hem,
que ce soit de par la durée du boycott ou par la réaction, de la société ou par ce qu'on a vu. On a vu les Ouais. images, terrifiantes de ce qui s'était passé. Bah, je pense que ça a choqué tout le monde. Oui, 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 oui et du coup, on ne peut que se sentir, triste parce que normalement, c'est des Je gens pense déçu aussi. déçus, bien sûr. Je me souviens que dès notre première année, tous les profs ont tendance à réutiliser la même expression. Tout le monde nous dit, «Vous êtes la crème de la crème». Je pense que tous les étudiants en médecine vont se reconnaître. D'accord. Tout le monde dit ça et de se retrouver dans une situation pareille, c'est un paradoxe dans la tête de ces petits jeunes. C'est très contradictoire. Bah, d'ailleurs, ce serait ça c'était ça, super. Donc c'était ça ma question, c'est comment ça se passe, la première année, la deuxième année en médecine? Quel est un peu, on va dire, l'esprit, l'été qu'on en fait, l'esprit un peu commun? Comment ça se passe avec les profs? Comment ça se passe enfin voilà, c'est une nouvelle expérience, on C'est i sûr, hein. on idéalise, on est enfin je pense qu'on est rempli d'ambition, heu mais voilà, j'ai vraiment envie de savoir un peu comment ça se vit. Au fait, il faut savoir que pour les études supérieures, je pense que tout le monde a vécu, jusqu'à un degré la même situation. C'est de passer d'un rythme de lycée à un rythme d'études supérieures. Bon, à part les classes préparatoires où le rythme se multiplie et s'intensifie et d'ailleurs, c'est parmi les raisons où je me souviens, j'étais exténuée, après le lycée, après 2 années de sciences mathématiques et on entendait au fait les, les gens, qui ont traversé, 2 années de classes préparatoires, ces 2 années de calvaire et on entendait les histoires. C'était pas un truc que je voulais, vraiment vivre. Mais, de l'autre côté, il y avait, la médecine et la première année de médecine, c'est vraiment une année où on retrouve un petit peu de liberté en ce qui concerne ton rythme quotidien. D'accord. On a des cours à l'université, mais ce n'est pas des cours, obligatoires. La présence n'est pas obligatoire. D'accord, OK. Donc on se retrouve à avoir, un peu plus de liberté, un peu plus de temps libre parce que le plus important, c'est de réussir ses partiels. Mais est-ce que c'est le but de responsabiliser? C'est pour ça que c'est pas obligatoire? Non, je pense que c'est juste un système. C'est pareil qu'à la faculté d'économie ou bien qu'à la fac c'est un système de faculté, au fait. Il Oui, y a des c'est cours magistraux et la présence, elle est, optionnelle. d'accord, OK, je vois. Hem, mais par contre, la première année, on est toujours curieux. On est excité à l'idée de faire médecine. Je me souviens quand on partait à l'amphithéâtre, on ne retrouvait plus de place libre. Il y avait les gens qui par exemple, si, j'ai une amie ou une copine qui arrivait à l'amphithéâtre avant moi. Elle prenait les places, enfin elle gardait, avec son chapeau, sa bouteille d'eau et cetera, toute la rangée pour que le reste, trouve une place le plus devant possible. D'accord, OK. Donc ça, c'était les premières semaines quand on était très excités. Mais par la suite, ça s'est beaucoup, Les bancs commencent à se vider. commence à se vider exactement et après parfois ça dépend du prof. Il y a des profs qu'on adore, qui expliquent très bien, il y a des profs vraiment qui ne te donnent pas vraiment l'envie d'assister. Donc pour résumer en général la première année, on retrouve cette liberté de rythme, plus de temps au quotidien, mais on essaie pardon, pour la première fois ce que c'est qu'un partiel et ce que c'est que le stress d'un partiel. On découvre des matières qu'on n'a jamais vues. On était habitué aux mathématiques, aux, sciences de la vie, on était habitué à des matières littéraires aussi, mais on se retrouve devant des matières comme l'anatomie, comme de l'histologie, c'est des choses qu'on n'a jamais connues et il faut savoir que l'examen de première année est parmi les plus difficiles, pas en termes de quantité ou de difficulté, de contenu, mais en termes de gestion de morale, en termes de psychologie. D'accord. Peut-être que parce que de toute façon, puisque c'est une communauté qui est habituée au lycée à avoir des 19 et des 20, réussir un module à 10 ou 11 de moyenne, ça peut être très mal pris. Je me souviens que moi, j'étais habituée aux 19 et aux 20 et que, pour ma première année, j'ai validé, à 13, à 14 et déjà ça, c'était un une grande différence. Et comment tu l'as vécu? Bah, heureusement que je pense que j'étais bien entourée
Et je pense que, le fait de se voir dans le bain avec tout le monde, ça atténue un petit peu le ressenti. Mais le pire, c'est de se voir échouer des modules et c'est très, très normal. Il y avait des gens avec moi que je connaissais qui étaient brillants au lycée, mais qui ont échoué leur premier module et c'est essentiellement une question de gestion de temps, de gestion, en fait, de psychologie et de morale et de mental. Et je trouve que quand on choisit de faire des cursus pareils, bhal daba la médecine, ou aussi bien sûr la psychologie, l'architecture aussi, je trouve que franchement, c'est un cursus qui est très, très, très compliqué. Bah oui, on entend les histoires, hein. Oui, je trouve que c'est pas, c'est quand même tu te poses la question, tu te dis: «Mais qu'est-ce qui me fait croire là maintenant que je serai bon ou bonne en ce que en médecin ou comme psy ou comme architecte ou comme n'importe quelle autre profession. Parce que c'est pour moi, c'est une responsabilité quand même, c'est pas rien. C'est pas c'est pas quelque chose et tu te dis: «OK, bah, d'ici demain» enfin, quand tu fais médecine, c'est pas d genre dans 15 ans, tu vas te dire: Je vais changer de métier». Déjà pour que tu le changes, les gens ils vont te dire: «Mais ça va pas». Genre qu'est-ce qui se passe? C'est rare, mais ça existe, hein. Ça existe, oui, mais c'est beaucoup enfin, on le voit autour de nous, Zama, c'est on va dire, c'est une réalité. Les personnes qui ont fait des cursus, on va dire, beaucoup plus bhal daba business ou là, par exemple, commerce, marketing, ils ont beaucoup plus cette flexibilité et cette facilité à, voilà, se tourner vers une autre profession que plutôt des professions pareilles. Bien sûr, parce que tu investis énormément de temps et énormément d'énergie. Et t'as pas l'impression que quand tu fais un métier pareil, c'est comme si ça fait partie de ton identité? Là, on te colle une étiquette. Tu n'es plus que, par exemple, Ahlam ou là, Shehnaz ou là, n'importe qui. Non, tu es médecin déjà. Exactement. Je pense qu'on peut le voir de cette manière, mais moi, je le vois comme, au fait, on fait ça aux gens et on colle cette étiquette aux gens qui sont indispensables dans la société. Moi, je le vois comme ça. Je pense que les gens intègrent mon métier à mon identité parce qu'ils ressentent la valeur de ce métier dans la société. Je pense que ça vient de là. Moi, je l'ai jamais vu comme Mais ça. ça ne m'a jamais dérangée. Au contraire, je trouve que c'est une bonne chose que ça fasse partie de mon identité. Par contre, ce qui n'est pas sain, c'est que ça fasse partie de 100% de ma journée, ou 100% de ma vie, ou 100% de mon temps. Je me rappelle, j'avais des amis qui me disaient tout le temps, «On n'aime pas les gens qui font médecine parce qu'ils parlent trop». Ils parlent trop de Mm. médecine et franchement, c'est gavant. C'est vrai, mais c'est pas quelque chose, enfin, c'est quelque chose que j'essaie d'éviter. Mais c'est surtout quand on se retrouve avec d'autres médecins avec nous, c'est inévitable. Mais ça, je comprends parce que, enfin, c'est passionnant quand même. Bah oui, Sérieusement, il y a une autre vie, hein, à l'hôpital. oui, C'est vraiment, oui, bah, je vous pose la question, même à vous, qui n'a jamais regardé Grey's Anatomy? exactement. Tout le monde a regardé cette série en se disant: «Ouais, je rêve en fait de faire ce métier-là», mais voilà, c'est une réalité, c'est quelque chose qui est excitante, c'est pas et c'est un métier noble. En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment un métier, même si j'ai dit au début que je me suis jamais vue faire médecine, parce que je savais depuis toujours que je voulais faire psychologie, mais oui, c'est pas c'est c'est passionnant et je trouve que quand on est passionné, c'est tout à fait naturel qu'on en parle. Ça devient notre quotidien. Exactement. Mais aussi, il faut savoir que c'est aussi un travail. Et en parler, par exemple, si tu as passé une longue journée à l'hôpital ou au cabinet et que le soir, t'en parles, faudrait pas que ça soit automatique et que ça consomme 100% de ta discussion. Parce que sinon, tu vas te retrouver dans un tourbillon de, je sais pas, parfois c'est négatif quand même. Parfois des patients qu'on voit souffrir, qu'on voit mourir parfois. Donc, il y a aussi de la négativité qu'on ne doit pas emporter avec nous. Et comme je t'ai dit, moi, j'essaie au fait de même je t'ai dit un jour que pour les séries, par exemple, Grey's Anatomy, je regardais ça avant de faire médecine, ça veut dire pendant mes années d'études, au lycée, mais que depuis et surtout depuis que je travaille à l'hôpital, je ne regarde aucune série, médicale, hospitalière. Bon, je suis ce n'était pas la règle, je connais beaucoup de médecins qui aiment regarder des séries pareilles, mais pour mon cas, je trouve que ça me renvoie vers mon quotidien de travail et j'aime bien, en fait, avoir une petite escapade,
regarder quelque chose complètement très différent. Je te comprends et c'est là où je rebondis, en fait, sur le côté curieux, d'IEL. Moi aussi, en fait, plus, en tout cas, j'avance dans ma pratique et plus j'arrive plus à regarder, en fait, parce que très souvent, on me dit: «Ouais, tu sais, il y a un film qui vient de sortir, tu dois le voir en tant que psy». Bah, justement, je suis psy, j'ai pas envie de le voir. Voilà. Il y a ce reportage et en fait, je me rends compte que de plus en plus, j'ai pas envie. Je vais y aller si je suis curieuse, oui, ça veut dire mais je me suis rendu compte que il me faut de l'énergie parce que je vais analyser. Ça sera comme un travail pour moi. Exactement. Mais quand j'ai envie de mettre off à mon cerveau, non. J'ai envie de regarder quelque chose qui va juste me faire rire ou me faire rêver, quelque chose de romantique ou de drôle, où il y a de l'action. Et oui, sur ce point-là, en fait, je te comprends. Je te comprends parfaitement. Et un truc curieux qui m'arrivait même pendant mes partiels, quand par exemple, j'ai passé la matinée à bosser un module, je me retrouve, automatiquement, quand je suis sur internet, à lire quelque chose de complètement différent. Par exemple, je sais pas, de la géographie, de la politique. Je pense que le fait de consommer du contenu qui est très loin de la médecine crée comme un certain équilibre dans mon cerveau. Je suis d'accord avec toi. Donc je sais pas si il y aura des gens qui vont se reconnaître dans cette attitude, mais en tout cas, ça a toujours été le cas pour moi. Bah, tu sais, c'est quelque chose que j'ai apprécié chez toi dès que je t'ai rencontré, c'est cet équilibre, cette balance, tu vois? Et je me suis beaucoup reconnue dans pas mal de points parce que très souvent on me dit: «Mais comment tu fais en fait, pour garder un équilibre?» Et je fais beaucoup de choses dans ma vie pour garder l'équilibre et c'est pas évident. Et plus j'ai appris à te connaître d'ailleurs on s'est connus en douceur toi et moi, c'est ce qui est beau, c'est que j'ai vu à quel point tu avais tellement de tu étais passionné par plein de choses. On n'était pas obligé de parler de soit, de la psychologie ou bien de ton domaine. Comme des fois, on pouvait se rejoindre sur énormément de points, comme des fois, on pouvait se compléter, comme des fois, ça pouvait être très différent. Mais en fait, il y avait pas, tu avais pas cette impression que c'était lourd, tu vois? Et et je trouve que ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui malheureusement, ils deviennent abus de leur personne. C'est-à-dire je pense que بحال en fait, ils tombent dans un piège. Ça veut dire que tellement tu es ça commence par une passion Mmh. et je pense qu'on va bien la mixer avec de l'excellence. Ils veulent viser de l'excellence et à un moment, ça devient donc les personnes qui parlent que de ça, qui sont dans un discours redondant et à un moment, ça fait, on va dire, les autres personnes autour d'eux, ils y arrivent plus. Ou ils arrivent même plus à s'approcher d'eux et tu te dis: «Cette personne, elle est hautaine, elle se prend pour je sais pas quoi, elle se prend pour quelqu'un de supérieur, elle pense que كتفهم في كل شيء وحنايا on se et il y a clairement de son point de vue, je ne pense pas que c'est le but. Je ne pense pas que elle veut que les autres se sentent tout petits ou se sentent, un moins que rien, mais je pense que c'est بحال واحد ça fait tu pars, tu prends واحد la vague et je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu vois un peu de quoi je parle ou pas? Oui, oui, je vois exactement de quoi tu parles. Mais, justement, c'est des gens qui sont consommés par cette passion ou bien ce métier ou bien parce que quand on se retrouve brillant et excellent et quand on gère quelque chose, c'est notre, ego qui Oui. qui voilà, c'est notre ego qui est flatté, qui reprend le dessus et du coup, on a tendance à toujours revenir vers cet élément qui flatte notre ego. Et petit à petit, ça nous consomme et on commence à perdre notre identité. Oui. Et notre identité devient, totalement, en relation à voilà, à ce domaine ou à ce boulot ou à cette partie de nous. Et je pense aussi, en tout cas, ça reste mon analyse en tant que psy, ce que j'ai beaucoup remarqué, c'est, la pression aussi qui est autour de nous. Moi, je me rappelle, enfin, باقي jusqu'à maintenant, je connais des personnes, dans leur enfant sont médecins et à chaque fois quand il y a des réunions familiales, je trouve que les parents en font trop. Genre, «دكتورة ديالنا», «docteur ديالنا», d'accord, je peux comprendre que vous soyez fiers, mais je le dis parce que ces personnes me disent après: «Qu'est-ce qu'on est gêné quand nos parents font ça?»
qu'est-ce qu'on est gêné parce qu'on a l'impression qu'on n'est que ça. Et ils me disent: «À la limite, pourquoi tu me laisses pas me présenter avec mon prénom et après quand on me demande qu'est-ce que je fais, je dis: "Voilà, c'est mon métier"». Et c'est là où on se rend compte que c'est en tout cas dans notre société, c'est plus un statut qu'autre chose. C'est limite ton statut, il précède même ton nom et ton prénom, même qui tu es. Et c'est là où je trouve que ça peut être dangereux, en fait. Au fait, j'aime bien le fait que tu en aies parlé parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. Alors, c'est quelque chose que j'ai vécu d'abord avec mon père. Alors ma mère pas du tout, mais avec mon père. Et ça avait l'habitude de vraiment me déranger, genre, on en arrivait à parfois se disputer à cause de ça. Et c'était pas parce que je me retrouvais réduite à ce à être médecin, non, ça ne me dérangeait pas. Mais au fait, c'est comme si, c'était un super pouvoir. C'est comme si on présentait ça comme un super pouvoir, alors que non. Moi, je me vois égale à tout le monde. Je n'ai pas besoin d'avoir un petit super pouvoir. Tu vois? C'est ça ce qui me mettait mal à l'aise. Mais par la suite, j'ai essayé de voir la situation à travers leurs yeux, à travers les yeux de mon père ou de ma famille et des gens autour de moi. Mais surtout celle de mon père parce que lui, il disait ça avec fierté. Et en y pensant vraiment, tu te rends compte qu'au fait, si tu es médecin, c'est pas grâce à toi-même seulement. Si je suis médecin, bah, c'est peut-être 40 grâce à moi, mais c'est 60 grâce à lui. D'accord, OK. Et qu'au fait, c'est pas mon exploit à moi toute seule, mais que c'est notre exploit à tous les 2. D'accord. Donc je ne lui reproche plus de faire ça. Ça le regarde, mais au fait, je n'ai pas le droit de le priver de faire ça. OK. Parce Mais qu'un parent restera toujours fier de sa fille et de ses enfants. Mais je comprends quand tu dis pour la société, oui, ça a toujours été un métier, très considéré et très voilà, la noblesse de la chose fait que ce soit un métier, qui qui rend les gens un petit peu, voilà, comment dire? amoureux d'eux-mêmes. Voilà et c'est vrai que dans des situations, où on est en famille ou bien on est en société, ça peut rendre mal à l'aise, mais j'essaie de pas trop, m'y attarder parce que le fait de s'y attarder et d'y accorder un petit peu plus d'importance ne fait pas au fait d'arranger la situation. La meilleure chose, c'est juste de laisser passer et au fait, c'est une autre génération. Je suis certaine que notre génération, ce sera très différent parce En que effet. la manière dont on voit le médecin maintenant et la manière dont on voyait le médecin avant, ça n'a rien à voir. Donc en général, les gens dont tu parles qui, voilà, disent, voilà, doctorat ديالنا et tout, en général, c'est, des gens qui ont dépassé, les 60 ans, les 50-60 ans. Parce que de toute façon, la nouvelle génération, elle n'a pas je vais pas dire ce stigmate, on ne stigmatise pas le médecin, mais le médecin fait partie du commun des mortels. Oui, bien sûr. Parce que les gens savent au fait que c'est juste un métier comme les autres. Voire, j'irais même plus loin à dire que de nos maintenant, cette période, heu, surtout les dernières années, on entend beaucoup de mésaventures, beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis, beaucoup d'affaires et de scandales Mmh mh. liés à ce métier. Mmh. Donc je pense que la vision de la société a changé et va encore changer. Mmh. Bah, en tout cas, on l'espère. Mais je voulais bien rebondir sur un point quand tu as parlé du fait que tu étais voilà, que si tu étais médecin, c'est aussi à 60 grâce à lui. Bon, je rebondis sur ce point parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont sûrement se retrouver dans cette phrase-là. Je veux juste un peu, on va dire, pas creuser, un tout petit peu peut-être, mais est-ce qu'il y a un sentiment de redevabilité? Non, c'est pas redevabilité, c'est un mot, je sais pas, ça a une connotation péjorative. Oui, Mais non, c'est juste, je pense de l'amour mixé à de la reconnaissance. d'accord. En fait, je t'ai posé la question حيت beaucoup de personnes, durant le cursus, je sais que quand ils vont entendre هاد la phrase هادي بالضبط ديال heu, peut-être 40 ou là, ils vont se projeter et les connaissant comment c'est dur pour eux, Mmh. ils vont pas se donner le choix de faire leur propre choix. OK. Ils vont pas se donner le choix.
de se dire, peut-être que مثلًا j'ai envie de choisir cette spécialité ou peut-être prendre Mmh. du Oui. temps pour choisir ma spécialité ou peut-être pas faire internat, faire résidana ou peut-être ni faire ni résidana ni internat ou peut-être être médecin généraliste. Enfin bref. Pourquoi? Parce que, toi tu le dis, je pense, je me permets Zama de le dire et tu me dis si c'est pas ça. Tu dis avec de l'expérience, du recul, avec toi maintenant, Oui. tout ce que tu as cumulé comme maturité et tout. Mais souvent, je pense que ملي تنقولوا بأن c'est aussi grâce à nos parents تيكون بحال واحد الحمل اللي هو تقيل، كتكون واحد on va dire une comment je pourrais traduire حمل تقيل en français en fait? C'est un peu comme, quelque chose, que voilà, qu'on doit à nos parents et il faut pas. Alors, hem, je sais pas si ma réponse va paraître logique, mais ce sentiment, pour moi, de base, ne doit jamais exister entre un parent et un enfant. Exact, c'est exactement ce que je voulais. Alors, si je dis que tu es 40 grâce à moi et 60 grâce à mes parents, c'est parce que, voilà, c'est mes parents et je pense que ça doit être le cas, pas pour moi seulement, mais pour tout le monde. S'il y a quelqu'un maintenant qui fait quelque chose, quel que soit son métier, quelle que soit sa situation dans la vie, je parie que c'est, 40 cette personne et 60 ses parents. Je pense aussi parce que toi, tu t'es beaucoup sentie soutenue par eux. Tu l'as dit. Ça dépend aussi des parents, hein. Tu as dit le point de départ, c'est que quand tu as dit à ton père: «Je vais faire médecine», il était content. Par exemple, moi, si je parle de mon expérience, mon père n'était pas content que je fasse psycho, donc je dirais pas que c'est 60 grâce à mon père. Non, mais je suis sûre que même si j'avais fait un métier ou j'avais choisi quelque chose, un chemin qui est différent de la médecine, il aurait quand même participé à 60 de ce que je devenais. D'accord, OK. Ça ne dépend pas de ce que l'enfant choisit, mais un parent doit être là et soutenir son enfant, quel que soit son choix. Oui, Mais moi, je parle parce que heureusement et alhamdoulilah, j'ai des parents qui sont, voilà, qui ont été très corrects, très ils m'ont toujours soutenue et cetera. Ça a toujours été très sain, alhamdoulilah, mmh, mais je comprends que ce soit pas le cas pour tout le monde. Il faut savoir reconnaître ces cas et exactement. et au fait, comme tu as dit tout à l'heure, par exemple, se sentir redevable à un parent et faire la spécialité que ce parent veut, Mmh. ça, ce n'est pas sain. Parce que déjà, le père ne doit pas obliger son enfant à faire une spécialité. Un père peut éclaircir la situation. Mmh. Un père peut, voilà, présenter les avantages et les inconvénients. Et au Bah, final, guider, c'est voilà, accompagner. guider, accompagner et au final, c'est à l'enfant de faire son choix. Mais le fait que, voilà, que ce soit les parents qui nous ont accompagnés, jusqu'à, par exemple, généraliste, n'implique pas que c'est les parents qui choisissent la spécialité pour nous, parce que c'est notre quotidien. Alors, j'ai une question qui, pour moi, elle est quand même assez importante. Pour, n'importe quelle personne, elle va faire, n'importe quel cursus, mais je pense un peu plus les cursus les تيكونوا ils sont lents. C'est les moments de doute. Est-ce qu'il y a eu des moments de doute? Alors, des moments de doute, ça dépend, je veux pas te dire, c'est quoi la définition d'un moment de doute. Je vais dire non, mais je pense que la plupart des étudiants en médecine ont souvent des moments de doute et je pense que les moments de doute viennent les moments difficiles. Je pense que j'ai pas eu de moment de doute juste parce que, je suis quelqu'un qui regarde toujours vers l'avant. Ça veut dire que je me dis: «Même si j'ai dû faire un mauvais pas, à un certain moment, tout est rattrapable, la vie continue et c'est mes décisions du futur qui vont définir la suite». Donc, hem, je pense pas que j'ai eu des moments de doute, si ce n'est le fait que ce soit un cursus très lent et parfois malgré nous, on rentre dans les, comparaisons. Par exemple, j'avais beaucoup d'amis qui ont choisi de faire un cursus d'ingénierie et qui se sont retrouvés, avec, un boulot, à leurs 24-25 ans. Oui. Alors que moi, à 24-25 ans, j'étais nulle part, comme on dit, nowhere near un salaire. Mmh. C'était pour moi quelque chose de très, 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 très loin. Mais c'est de ça dont je parle parce que
pense qu'on en a tous des moments de doute. D'ailleurs, ce n'est pas naturel de pas en avoir. Mais quand je parle de doute, il faut pas le voir بحال شي حاجة اللي هي vraiment كبيرة en mode oui, je regrette d'avoir fait médecine, etc. Non, non, juste du doute, ça veut dire que est-ce que je serai un bon médecin? Est-ce que par exemple, dans 10 ans, quand je vais faire ma spécialité et je vais ouvrir mon cabinet, si je compte ouvrir mon cabinet, est-ce que ça va fonctionner? C'est plus ça le doute. Non, mais bien sûr, ça commence déjà. Le doute, est-ce que je vais réussir mon examen? Est-ce que je Voilà. vais réussir mon partiel? Après, c'est est-ce que je vais faire le bon choix? Le moment, par exemple, du choix de spécialité, c'est un moment de doute énorme. Est-ce que je vais faire le bon choix? Est-ce que je ne vais pas regretter mon choix par la suite? À quoi va ressembler ma vie par la suite? Si, par exemple, je dois déjà, est-ce que je vais faire bénévolat ou contractuel? C'est un grand choix. Oui, voilà. Si j'ai fait bénévole, un grand moment de doute quand on choisit la ville où s'installer. Et au fait, ça se continue. Tu as dû vivre la même chose avec moi. Quelle ville on va s'installer, quel quartier, au fait, c'est les moindres détails. On a ces moments de doute dans les moindres détails. Mais au fait, on ne doit pas se laisser être paralysé par ces moments de doute. Il faut juste savoir continuer et partir vers l'avant et savoir que voilà, حنا كنأمنوا donc بلا destinée et بالقدر et se dire que tout arrive pour une certaine, voilà, tout a un sens Oui, et bien sûr. rien n'arrive comme ça au hasard et tout est déjà prévu et prédestiné pour nous et nous, on ne fait que suivre, voilà, notre chemin. Voilà, en tout cas pour, voilà, parce qu'on reste quand même on va dire, on est neutre par rapport à n'importe quelle personne voilà, on n'est pas là pour juger les croyances de qui que ce soit. Ça veut dire que peu importe en quoi ou en qui vous croyez, peu importe comment vous fonctionnez, peu importe, comment vous concevez en fait, on va dire, la vie, le plus important c'est que je pense, c'est de savoir un peu exactement où vous allez, حيت bien sûr chacun de nous a le droit et a la liberté de vivre comme lui, il le sent et comme il le conçoit. Mais c'est dans هاد les moments un peu, on va dire, compliqués de la vie, on a, on va dire, besoin d'être guidé. On a besoin de soit avoir foi, libre à vous, voilà, d'avoir le choix de croire en ce que vous avez besoin de croire, mais de vous dire que هاديك la foi ou هاديك la croyance que j'ai ou هاديك l'idée ou la pensée ou peu importe comment vous fonctionnez, elle est en train de vous soutenir et elle est en train de vous guider et elle est en train de vous aider à ce que vous teniez bon. Parce que des périodes difficiles, il y en a et il y en aura. Et chacun a voilà, moi, je trouve du réconfort comme ça, en pensant, voilà, bien sûr, à mon destin et cetera. Mais chacun trouve le réconfort, à la manière, voilà, qu'il ou est bien. Hem, Par contre, oui, alors j'imagine que tu as beaucoup d'auditeurs et de patients aussi qui sont en pleine réflexion, Oui. concernant, par exemple, le choix de spécialité, comme Ne j'ai serait-ce que cette année, avec tous les changements qu'il y a eu, l'internat et le résidanat qui va pas se dérouler comme d'habitude. Les dates, elles avaient l'habitude de se dérouler, donc ça reste quand même, ça perturbe, et ça perturbe ça pas ça mal. ça perturbe beaucoup, mais à la base, l'internat et le résidenat ont toujours eu des dates un petit peu, déjà que ça change et c'est différent de faculté en faculté, mais aussi d'année en année, ça n'a pas été toujours très fixe. D'accord. Ça avait changé, je pense, pendant le covid, ça avait, été totalement décalé, mais voilà, là, je pense que c'est surtout le fait que ce soit, 2 promotions qui se posent la question et c'est justement la nouvelle réforme qui fait que les gens ne comprennent pas exactement ce qui se passe. Alors je ne suis pas très à jour concernant le ministère, voilà, les dernières décisions qui ont été prises, mais en général, la décision d'internat ou de résidanat, c'est une décision qu'il faut, pas prendre à la légère, Mmh. mais aussi qu'il faut pas lui faire, voilà نحملوها أكتر من le poids ديالها. Oui, exactement. Hem, Parce qu'au final, les 2, il y a pas de bon chemin. Les 2 sont de bons chemins qui vont nous mener quelque part. Bah, c'est ça la question, c'est que moi, souvent, quand j'entends mes patients, et d'ailleurs, ils sont heureusement, ils sont ouverts à la réflexion. Ça veut dire que quand je leur dis,
C'est pas évident. Honnêtement, c'est vraiment pas évident. Mais tu es juste en fait au milieu du processus et que tu leur poses des questions du style: «Est-ce que vraiment c'est ce que tu as envie de faire?» J'ai déjà eu des patientes qui m'ont regardée en mode: «Mais tu es sérieuse en posant cette question?» Et elles se sont rendues compte qu'elles-mêmes, elles se sont jamais donné le droit de poser la question. Dernièrement, je discutais avec une patiente et elle m'a dit j'ai beaucoup vraiment le mot, c'est que j'ai admiré comment elle a appris à lâcher prise. C'est le mot. Je le dis, en tout cas, je m'en cache pas. Des fois, j'ai, on va dire, une forte, sympathie, si j'ai le droit de le dire, pour certains de mes patients et c'est particulièrement quelqu'un dont j'admire, en fait, le parcours. Elle a été très forte, elle a eu une dure année, elle a été vraiment très forte, mais ماشي ديك forte ديال ouais, je suis forte et tout. Non, non. Force dans la vulnérabilité. Oui, c'est ça en fait, c'était toute la beauté. C'était beau à voir, vraiment. Genre, je me rappelle des fois quand je finissais la séance avec elle et je me disais, heu: «Si seulement elle voyait ce que je voyais». Et c'est beau, c'est tellement beau et elle s'est battue et elle a réussi et maintenant elle m'a dit: «Bah, en fait, je vais prendre le temps, je vais lâcher prise». Elle m'a dit: «Ce que j'ai fait, c'est déjà énorme» et oui, c'est énorme ce qu'elle a fait et quand je vois des personnes pareilles se rendre compte de leur résilience, de leur courage, de leur ténacité et du fait d'être vulnérable et d'être humaine et d'être vraie, beh, je me dis: «Elles ont tout gagné». Mais machine, non, je suis dans le statut et dans j'ai eu de la spécialité et j'ai été dans ça et j'ai Ça a tendance à souvent arriver en médecine, c'est qu'il y a comme un chemin que tout le monde suit et la plupart sentent l'obligation de suivre le chemin et aussi on est tellement consommé, on ne regarde pas au fait le the big picture. exactement, c'est On est exactement tellement dedans qu'on ne regarde pas au fait pas de prise et de même recul. et même le voilà, pas de recul et même les efforts comme tu as dit, elle a dû avoir une année, une sacrée année. Les efforts pendant les études et le travail et l'hôpital ont tendance à être très normalisés. On leur donne pas la valeur et on ne s'arrête pas pour dire: «Ouais, j'ai quand même fait quelque chose». Mmh. Donc ils sont très banalisés et le fait que cette patiente a pris le temps de s'arrêter et de dire: «Voilà, j'ai accompli quand même beaucoup de choses», c'est rare. On ne voit pas ça très souvent parce qu'au fait, on ne fait que regarder ce qu'on peut faire de plus, mais on regarde jamais ce qu'on a déjà fait. Et Exactement. franchement, moi, je suis coupable, ça m'arrive souvent et heureusement, par exemple, il y a toi qui est là pour me rappeler, assez souvent que voilà, quand même, il faut être fier de ce qu'on a accompli et pas seulement, voilà, stressé et angoissé, par rapport au futur. Bah, ça, je pense que ça renvoie au mouvement dans lequel on vit, dans la compétitivité dans laquelle on se retrouve tous et tous. Dans de la performance ديال شكون c'est qui a le meilleur compte Insta, voilà et qui a réussi, qui a fait ce voyage et c'est Les malheureux. comparaisons, hein, Oui, ça revient à la c'est beaucoup de ça et tout, mais je trouve qu'il y a pas de code, en fait, il y a rien de rigide. Il faut juste créer son propre monde et le plus important, c'est que la personne se sente apaisée. Mais bon, on a parlé de doute, mais moi aussi je voulais te poser la question, dial quels ont été les moments les plus difficiles pour toi? Alors, je me souviens très bien du moment le plus difficile, c'était, l'examen d'internat D'accord. et je dirais même que c'est, l'un des 2 moments les plus difficiles que j'ai eu à vivre. J'ai toujours été très zen quant aux partiels, au fait, je suis, et au fait aussi quand on n'en a pas parlé tout à l'heure, quand il s'agit de préparation et de cours, est-ce qu'on en fait assez? Est-ce qu'on on n'en fait pas assez? Chacun a sa méthode, chacun a son rythme. Le but et ce que je conseillerais les gens de faire, c'est de s'entourer avec des gens qui travaillent de la même manière. J'avais eu la chance d'avoir une amie qui m'avait accompagnée depuis le lycée, on a fait tout notre cursus ensemble. On travaille de la même manière. On a réparé notre, 6e année, notre baccalauréat ensemble et du coup même tout au long de la médecine, on a préparé de la même manière donc je trouvais beaucoup de réconfort en elle et elle la même chose. Mais voilà, il suffit de trouver quelqu'un et même un groupe qui travaille pareil que nous
et ça va faciliter les choses. Je sais pas si c'est quelque chose qui malheureusement ne se fait plus, mais en tout cas, de ma patientèle, Mmh. mais vraiment c'est le gros problème, c'est que tout le monde prépare tout seul D'accord. et que au contraire, quand s'ils partent juste préparer dans des cafés ou là dans des endroits les où les autres personnes viennent médecine, mais ça accentue encore plus leur anxiété parce que apparemment c'est beaucoup de toxicité, c'est malsain, il y a pas de bienveillance. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais en tout cas de ce qu'on me rapporte, moi ça fait maintenant 3 ans que chaque année, j'accompagne quand même un grand nombre d'étudiants en médecine et honnêtement jusqu'à maintenant c'est ce que j'entends, Ahlam. Alors déjà, il y a un problème de génération parce que je me souviens que de mon temps, voilà, moi j'ai tous mes examens, je partais chaque jour préparer avec cet ami, avec cette personne. On faisait un programme quotidien, par exemple, de 9 heures à midi et puis de 14 heures ou 15 heures à 18 heures et c'était quotidien et on était ensemble matin et soir Ça aide. et ça aide beaucoup et on n'était pas les seuls. Je connais beaucoup de gens qui travaillaient ensemble, qui préparaient ensemble. Je sais pas si, voilà, si ça dépend des villes ou des facultés ou là, si ça dépend vraiment de l'époque, mais ça aide beaucoup et c'est primordial à mes yeux. Je ne sais pas, mais j'ai une petite, théorie. Enfin, je pense que, on est malheureusement, tu sais, j'ai une petite réflexion le matin. Bon, ça va vous هادشي خارج vraiment على الموضوع ديالنا, mais je voulais vraiment partager ça tant que c'est vrai. Ce matin, j'étais au feu rouge et il y avait une vieille dame qui est partie. Elle marchait doucement, elle est partie vers le policier lui demander quelque chose et le feu rouge était long. Mmh. Donc j'ai baissé la vitre et je sais pas pourquoi je voulais écouter. L'interaction. Je voulais vivre ce moment. OK. Je voulais vivre ce moment et c'était un beau moment. Il lui a tenu la main, il l'a aidé à marcher les quelques pas qui lui restaient pour monter le trottoir. Elle lui a dit شكرًا ولدي. قال لها الحاجة أمي الحاجة. Elle lui a posé la question doucement, elle a pris son temps, où elle était perdue, où elle était désorientée, واسمع ليها ودير ليها خاطرها. Bref, et tu sais, sur le moment, je me suis dit: «Ça fait combien de temps, Shahinaz, que t'as pas vécu un moment pareil?» C'est un petit moment d'authenticité dans un monde qui est très superficiel, très ouais. On les vit plus, alors qu'avant, on vivait ça tout le temps. Même avec les voisins, même avec, Et sur le moment, je me suis dit: «Mais voilà pourquoi tout le monde est anxieux». Parce que des moments pareils, on en a besoin tous les jours. Voir des enfants jouer, voir des moments pareils de vulnérabilité, d'échange, d'aide. et même dans le même foyer avec les parents et la fratrie, on ressent la distance. Exactement. Donc, pourquoi j'ai parlé de cet exemple-là? Parce que je pense qu'on est de plus en plus malheureusement individualiste. Chacun est dans son coin, chacun est sur son téléphone. Et c'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Tu sais, moi, en tout cas, ça reste un repère pour moi. Comment je réalise que j'apprécie mon temps avec quelqu'un, c'est quand j'ai pas du tout le besoin de prendre le téléphone. C'est vrai que moi aussi. C'est un bon, voilà, Oui. c'est un bon thermomètre. Oui, d'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles la dernière fois, ça nous est arrivé. Je me rappelle Ça plus. nous arrive à chaque fois. Oui, et on a dit: «Où sont nos téléphones?» Les fois, je savais pas où ils étaient. Et ça m'arrive très souvent, ça m'arrive avec tous mes amis proches, ça m'arrive aussi avec mes parents quand j'ai des moments de qualité avec eux et tout, avec mon frère, hamdoulilah. Et je me dis, en fait, c'est là où tu réalises que tu profites. Mais je ne dis pas que automatiquement, si vous êtes sur votre téléphone, c'est que vous profitez pas. C'est à vous aussi d'être OL. C'est à vous aussi d'être en pleine conscience et de vous dire, est-ce que je suis en train de rater des moments importants? Mmh. Donc, bon, c'est bien, on a eu de l'ouverture pour parler de wahed, le point qui est quand même, je trouve, assez important. Oui et en parler, peut-être que ça va, voilà, aider les gens à faire plus d'efforts pour être, comme tu as dit, moins individualiste. Oui, Parce que vraiment, c'est énorme l'impact que l'autre personne peut avoir sur notre productivité et notre morale. clairement. Alors, j'ai une autre question qui, je sais, va intéresser pas mal de personnes. C'est être médecin et être aussi sur les réseaux. Oui. Alors, ça, j'ai de plus en plus de personnes qui viennent me dire,
Est-ce que je dois le faire? Il y a tout le monde, il y a tous les médecins qui réussissent, qui sont en train d'avoir un compte et qui commencent quand même à le faire, plus tôt. Toi d'ailleurs, tu y es depuis quand même pas mal de temps. Hem Il y a aussi des personnes on leur met la pression en mode, «Non, tu peux pas le faire, ça tu auras plus de crédibilité devant les gens». Mmh. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a de tout, il y a vraiment de tout, de: «Non, tu es médecin, chouma, tu devrais pas faire ça», mais en même temps, de notre génération, on sait que quand même c'est, on va dire, pas important, mais que en tout cas, si la personne, elle a envie, elle a ce besoin, bah, peut-être qu'elle devrait le faire. Donc où se trouve l'équilibre? En tout cas, de ton expérience à toi, peut-être que voilà, ça va aider, les personnes qui nous écoutent. Oui. Alors de toute façon, je vais pas donner de voilà, de conseils, mais je vais raconter ma propre expérience. Alors déjà au début, j'ai entendu tout ce que tu viens de dire, mais tu es sûre, voilà, on te prendra plus au sérieux, voilà, c'est un monde très fictif, c'est pas la réalité. Est-ce que tu D'accord. penses que voilà, est-ce que tu penses que, et déjà comme tu as dit, je pense que c'est un problème de génération. Parce que je sais que les gens de notre, voilà, de notre âge à peu près, comprennent plus ou moins plus que, les gens, par exemple, de la génération de nos parents. Mmh. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, le médecin pour eux, Médecin. c'était médecin, voilà, c'était un petit peu trop idéalisé Mmh. et au fait, dont la c'est sacré, voilà, c'est sacré et il avait pas droit à l'erreur et c'était comme avec le mystère, au fait, qui entourait le médecin et il était atteignable presque. Inatteignable, je veux dire. Même quand tu vas chez lui, Le tout-puissant, voilà, comme même quand tu vas chez lui, le cabinet, le guérisseur. même si tu restes, par exemple, 30, 40 minutes, tu as l'impression que tu as passé 5 minutes parce que c'est tellement fugace pour toi, furtif. C'était ça la vision des choses avant. Mais là, je pense que ça commence quand même à beaucoup changer Mmh. et moi, j'ai foncé parce que je savais que c'était un truc que je voulais faire. Mmh. Et je pense que j'étais la première dans mon cercle d'amis et dans ma faculté à le faire D'accord. et j'ai subi quand même pas mal de moqueries, pas mal de voilà, de moqueries surtout, on va dire. D'accord. Mais heureusement, j'ai quand tu fais quelque chose que t'aimes et tu confiance en toi, tu te dis, Mmh. voilà, j'ai toujours, eu ce Il faut s'écouter. voilà, il faut s'écouter et savoir que l'autre ne nous définit pas et les mots de l'autre ne nous définissent pas. Heu, Par contre, j'avais beaucoup d'amis aussi qui avaient commencé avant moi, qui avaient réussi aussi, mais un petit peu dans d'autres villes, dans d'autres contextes. Petit à petit, c'était voilà, une petite communauté que j'ai pu faire grandir et je trouve beaucoup de réconfort, je dois dire, dans mon dans tout ce qui est réseaux sociaux, dans ce contact, qu'on n'arrive pas facilement à avoir dans la vraie vie, mais qu'on retrouve parfois dans les réseaux sociaux. Il faut pas dire que c'est totalement, voilà, péjoratif, négatif, Et c'est beaucoup de créativité, oui. c'est beaucoup de créativité également, oui, tu as raison. C'est une manière, voilà, de voilà, faire, C'est thérapeutique. c'est Moi, je thérapeutique trouve en aussi. tout cas, moi, depuis que je m'occupe moi-même de mes réseaux sociaux, mais ça m'apporte un grand plus. Je me rappelle au tout début quand je voulais commencer, j'avais engagé quelqu'un parce que c'était une charge mentale, parce que j'avais peur Mmh. déjà Je me rappelle. et parce que je me disais: «Mais qu'est-ce que j'y comprends? Déjà, je vais faire n'importe quoi et tout». Mais tu sais comment ça a commencé? Comment le déclic est venu? C'est avec de la frustration. C'est quand j'avais du mal à expliquer à la personne qui se chargeait de mes réseaux, qu'est-ce que je voulais? Et à un moment, je me suis dit: «Mais Sheynaz, mais fais-le toi-même, en fait». Parce qu'elle ne va pas, aut شحال ما بغات elle t'aide, elle ne pourra pas rentrer dans ta tête. Mmh. Elle est limitée dans ce qu'elle fait. Son métier, il est clair. Mais toi, comment toi, tu veux véhiculer l'idée, il y a que toi qui va faire ça. Donc c'était devenu une charge mentale avec cette personne-là. Et vraiment, quand j'ai arrêté avec elle, je vais pas te mentir, j'avais très, très, très peur. C'est normal. Mais je me suis dit: «Allez, c'est bon, jette-toi à l'eau» et ça s'est fait tout seul
et jusqu'à maintenant, c'est très thérapeutique. D'ailleurs, tout à l'heure, on a rigolé quand on quand on faisait le setup, Ahlam et moi et tout. On s'est dit: «Mais voilà, c'est vraiment tout c'est un métier, quoi, c'est un truc en plus, prendre une soirée quand même, de Libérer son temps. libérer son temps, voilà, être réveillé tard, voilà, il y a beaucoup de boulot qui attend tout ce podcast en termes de montage et tout ça. Mais vraiment, c'est que du plaisir parce que tu te dis: «Je vais transmettre, je vais partager» et oh mon Dieu, combien j'aurais aimé avoir ça. Il y a, on va dire, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Vraiment, je trouve que les jeunes de cette génération, ont quand même un avantage. Oui, oui. Ils ont quand même un avantage, c'est ils ont le moyen de se sentir écoutés, d'être compris, de trouver des personnes qui parlent parce que en tout cas, Anna, à mon époque, il y avait personne en fait, il y avait rien du tout. Tu avais personne qui va venir te dire: «Oui, je vais partager mon expérience avec toi». L'information était difficile d'accès, maintenant on a tout ce qu'il faut, hein. Et maintenant que tu en parles, ce qui m'a peut-être motivée et au fait, j'ai ressenti le besoin de productivité. Je pense que c'était un petit peu juste après le covid où je me sentais pas très productive et j'avais besoin de ressentir un petit peu plus de productivité dans ma journée et je pense que ça avait commencé comme ça. Voilà, donc c'est productivité, créativité, c'est 2 choses, qui sont très importantes pour moi et mon Instagram, c'est là où j'arrive à retrouver les 2. D'ailleurs, je vous invite à aller visiter, le compte de Ahlam. En tout cas, je mettrai toutes les informations quand on publiera le podcast. Voilà, c'est plein de couleurs, beaucoup de gaieté. C'est un monde d'ailleurs, on nous dit très souvent que nos mondes se ressemblent. Oui. Donc voilà, c'est voilà et bon, c'est comme ça qu'on voit la vie. Voilà, on est comme ça, on est rien, c'est comme ça, c'est notre monde. J'ai toute une dernière question, comme ça le podcast il est pas très, très long même si, voilà, on veut pas quand même, dépasser les 1h30. Que serait quand même un médecin sans ses patients? Donc je voulais demander le rapport médecin-patient. Qu'est-ce que tu as à partager avec nous par rapport à ça? Alors, peut-être que je vais parler du choix de spécialité. Oui. C'est très, en fait, je vais faire un petit décalage, mais avant d'en arriver au choix de spécialité, j'ai toujours pensé que je voulais choisir une spécialité où j'étais avec un microscope ou avec un PC, bah, biologie, radiologie, Mmh. une spécialité où il n'y avait pas de contact direct avec le D'accord. patient. OK. Parce que, je sais pas, j'avais jamais pensé que j'aurais voilà, que j'excellerais dans tout ce qui est clinique, on va dire. Et pourquoi? Je ne sais pas, c'était une idée, je ne sais même pas comment j'ai fini par penser ainsi. Ou c'était le rapport, enfin, on va dire, Je pense médecin-patient? je pense que c'est l'expérience hôpital et c'est l'expérience d'externe et c'est l'expérience parce qu'au fait, les études en médecine ne représentent pas exactement comment sera ta vie par la suite, par exemple dans un cabinet ou bien dans ton hôpital et du coup, je pense que j'ai dû vivre des situations où je me disais, voilà, c'est beaucoup de négativité peut-être, beaucoup de lourdeur, par exemple de responsabilité et Oui, cetera c'est ça surtout. et que je voulais peut-être être en sécurité. Peut-être que je voyais de la sécurité et voilà dans une spécialité, loin du patient. Mais par la suite, en fait, quand tu commences à faire des consultations et voir comment tu arrives à changer on va pas dire la vie, mais parfois même juste la journée de ton patient et qu'il sorte après la consultation. Mais tu changes la vie des fois. Mais oui, Il faut le dire, t'inquiète pas, on dira pas que tu es à but de toi-même. Mais c'est vrai, un médecin change la vie de son patient. voilà, on espère. Et du coup, de voir le patient sortir satisfait, content, heureux, OK دايماك, c'est vraiment une richesse. C'est la meilleure des Exactement, après un certain moment, tu n'imagines pas ta vie sans ça. C'est au fait la satisfaction quotidienne que tu cherches. Et c'est exactement ça pour répondre à une question qu'on a posée au tout début, je ne regrette pas d'avoir choisi de faire médecine. Au début, je l'ai pas juste fait parce que voilà, on pense que médecine, c'est un métier noble, mais
d'année en année, je me dis alhamdoulilah et je suis reconnaissante d'avoir choisi ce métier et de pouvoir changer des vies et d'avoir le pouvoir de, voilà, changer quelque chose dans ce monde et de laisser une empreinte. Et voilà, c'est comme ça que, j'ai choisi de faire une spécialité où il y avait un contact direct avec le patient. Et franchement, c'est là pour résumer ça, je veux dire que le patient, c'est la source de joie d'un médecin. Bah et c'est exactement ça. C'est pour ça que j'ai dit: «Que serait en fait un médecin sans ses patients?» Exactement, je suis d'accord. Oui, c'est beau en fait parce qu'on voit quand même ton humilité et on voit ta modestie. Mais ce que je trouve beau aussi dans ton parcours, c'est que tu as pas, on va dire, tu as pas sauté. Tu t'es pas dit directement: «Oui, bien sûr, je serai celle qui sauve et celle qui va pouvoir guérir et tout». Tu as pris du recul, tu t'es dit: tu vois, là, c'est du doute. Peut-être que non. Peut-être que je préfère rester dans une petite zone de confort, ne pas être dans le contact avec le patient, mais à travers ce que tu as vécu, à travers tes expériences, tu as réalisé que tu avais envie de ça. Et c'est ça, en fait, que j'espère qu'en tout cas, les étudiants en médecine qui vont écouter ce podcast vont réaliser, c'est que ne vous faites pas d'idées maintenant. Mmh. Laissez du temps au temps. Exactement. Vivez vos expériences. Peut-être, vous savez, un patient, il va changer toute votre vision. Peut-être une rencontre, peut-être un moment, peut-être, vous pouvez jamais savoir et ça va vraiment changer toute la définition que vous avez. Et on peut découvrir notre passion au fur et à mesure. Par exemple, Exactement. moi, j'ai découvert qu'après mes 7 ans de généraliste, que j'étais passionnée par la chirurgie. Mais j'ai fini par faire une spécialité chirurgicale. Mais je n'avais aucune idée, quand j'avais eu mon bac, que c'est quelque chose qui allait être passionnant pour moi. Donc, on se doit se laisser le temps de découvrir ce qui nous passionne et lâcher prise en même temps et ne pas être dans le contrôle Et des ne pas se mettre dans des box aussi. C'est ça, c'est parce que bornés. exactement, des fois quand j'entends certains de mes patients devoir ou vouloir faire des choix, ils pensent beaucoup plus à ce qu'ils vont les choses, ils vont y renoncer, Mmh. les choses qu'ils vont perdre, que le choix qu'ils vont faire. OK. Et et c'est là où tu as l'impression que voilà, que malheureusement l'être humain n'est jamais satisfait, qu'il ne prend pas le temps de réaliser tout le parcours quand même incroyable, phénoménal qu'il a parcouru, toutes les personnes qu'il a rencontrées, toutes les personnes qu'il va sauver, peut-être qu'il va se sauver lui-même. Est-ce que vous savez que des fois on choisit des métiers qui nous sauvent nous-mêmes? Bien sûr. Donc il ne faut pas être, déjà, il faut pas avoir déjà واحد l'idée اللي هي مسبقة et tu te dis: «Non, أنا déjà عارف ولا عارفة comment ça va se passer». Enfin, on ne sait jamais et c'est toute la beauté de la vie, c'est qu'on ne sait pas. Oui, 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 oui. Alors, pour ce qui est du parcours en médecine, je voulais juste dire quelque chose de très important. C'est que oui, la médecine, c'est long, mais que ce n'est pas toute votre vie. C'est les meilleures années de nos vies. Il faut savoir qu'on passe les meilleures années de nos vies à faire médecine, c'est 12 13 ans. Du coup, il ne faut pas rester, dans de l'anxiété, dans, la préparation, dans les examens, dans les stages hospitaliers et de la toxicité. Il faut pouvoir vivre à côté. Parce qu'on a tendance à se dire: «OK, je vivrai après, quand j'aurai mon diplôme. Exactement, c'est ce que j'entends le Je plus. vivrai après, quand j'aurai ma spécialité, quand j'aurai mon diplôme, alors là, ça sera la belle vie». Mmh. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça la vie, c'est pas ça. Il faut vraiment trouver l'équilibre et essayer de vivre au jour le jour, l'année et voyager, se faire plaisir, voilà, essayer d'accomplir des choses à côté, cultiver des loisirs, Et vous faire des pouvez faire les connaissances. 2. Ne vous Bien dites pas sûr. que vous pouvez pas faire les 2. Bah, je vais dire que moi, heureusement, alhamdoulilah, j'ai vraiment pu profiter de mes années, à l'université. J'ai eu la chance aussi de faire partie d'une association, je pense que les étudiants, voilà, vont la connaître, par exemple l'IFMSA, c'est une association, des étudiants en médecine et par exemple, ces activités parascolaires et para-universitaires permettent une certaine, manière, voilà, de lâcher prise, De créer l'équilibre. de créer l'équilibre dans voilà, dans nos jours, dans nos années. Bah, merci vraiment parce que c'est quelque chose qui, en tout cas, je voulais rajouter. C'est la Oui. balance.
Ayez votre propre balance, c'est très important, créez-la. Ne vous comparez pas aux autres, ne vous dites pas, «Non, telle personne a fait ceci, moi j'ai pas pu faire ça». Ne regardez pas ce que vous manquez ou la ne regardez pas, n'essayez pas de chercher quelles sont les choses que vous êtes en train de manquer, mais juste prenez ce qui s'offre à vous et ce qui se présente à vous. Ça quand même, c'est je trouve que c'est hyper important. Oui et ne jamais se comparer. Ne jamais On sait que c'est pas évident, surtout à un âge, il y a la vingtaine. Nos cerveaux, ils sont faits en sorte à ce qu'on se compare. Mais maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a énormément de moyens de se faire aider. Il y a les podcasts, voilà, que vous voilà et pouvez on peut écouter. retrouver des gens dans les mêmes situations que nous et voilà, ne pas être individualiste comme tu as dit tout à l'heure et quand on vit les choses à 2 ou à plus, c'est Mmh. toujours plus facile et plus réconfortant. Exactement, lâcher prise. Ben, en tout cas, merci pour cet épisode. Ça sera pas c'est le premier, mais ça sera sûrement pas le dernier. Il y en aura d'autres où on pourra parler d'autres choses. Il reste beaucoup à dire aussi. Exactement. En tout cas, on espère que cet épisode vous plaira, que vous allez vous y retrouver. Laissez-nous des commentaires, écrivez-nous, que ça soit moi ou à Ahlam. On a été, ravis de partager tout ça avec vous et en tout cas, tu as un dernier mot? Donc mon dernier mot, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est vivez votre vie, arrêtez de stresser. De toute façon, la médecine, c'est une partie de votre vie, c'est pas la totalité, de votre identité, et ayez surtout confiance en Oui, c'est très important. Voilà, merci d'avoir été à l'écoute, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et peut-être un nouvel invité. Merci.